Ensor au masque est une huile sur toile d'un format de 120 par 80 cm peinte par James Ensor en 1899. Elle est conservée au Menard Art Museum à Aichi au Japon. Cette œuvre présente une surface entièrement peinte, avec des couleurs saturées et vibrantes. Les rouges vifs, les jaunes lumineux et les bleus profonds dialoguent dans une célébration de la sensation colorée. La surface picturale est dense, la toile est entièrement recouverte. La répartition des éléments est uniforme et ne laisse aucune marge sur les bords, comme un all-over avant l'heure. Les coups de pinceau sont visibles, et on peut donc distinguer la touche de l'artiste. Celle-ci est omniprésente sur l'intégralité du tableau. La peinture est pensée comme matériau. Elle a une épaisseur concrète, des reliefs sont perceptibles. En effet, James Ensor choisit de traiter le fond directement au couteau, ce qui crée une irrégularité de la surface. La peinture, dans l'œuvre de James Ensor et particulièrement sur cette œuvre-ci, gagne en autonomie et en vie propre, ce qui signifie de la vigueur à la représentation. Les éléments pourtant figés de la peinture semblent se mouvoir, s'agiter. Presque centré sur le tiers supérieur de la toile, un visage monté d'un chapeau fleuri regarde le spectateur. En plus du regard intense, ce chapeau rouge éclatant capte l'attention du spectateur. En effet, celui-ci est affublé de fleurs et d'une grande plume, dans les mêmes tonalités. Ce visage à la moustache guidon et à la barbe fournie n'est autre que celui de James Ensor. Et cet autoportrait est présenté de trois quarts gauche. La lumière est relativement diffuse, toutefois on distingue que celle-ci vient de la droite, notamment grâce aux ombres positionnées à gauche, que l'on discerne par leur ton orangé. De légers éclats de lumière sont également perceptibles sur la nuque, la pommette, la tempe ou encore l'arête du nez. Masque parmi les masques, l'autoportrait se discerne à peine et finit par se fondre dans la masse. Autour de celui-ci, une multitude de visages scrutent le spectateur. Ce sont des dizaines de regards posés sur nous qui nous observent, nous donnant presque l'impression d'être jugés. Ceux-ci sont tellement serrés, agglutinés les uns sur les autres, que seules leurs têtes sont visibles. Toutefois, tous ont une identité propre. Certains ne sont que crânes, alors que d'autres sont grimés. On peut y voir des sourires, des rires, des pleurs, des yeux levés au ciel. Tous sont d'une expressivité frappante, caricaturale même. Tant et si bien que le côté grimaçant de ceux-ci nous laisserait presque entendre des rires et des complaintes tonitruantes, comme un brouhaha ambiant, pourtant imperceptible à l'ouïe. Mais outre leurs expressions, les couleurs qui les forment sont d'un dynamisme exacerbé. Forts en contraste, couleurs et tonalités claires, sombres qui s'opposent, ils se dégagent les uns des autres, et se rassemblent en un même corps pour faire foule. Cet amas de visages donne également une impression de profondeur, d'éloignement, rendue possible par la diminution progressive de la taille de ceux-ci. Les figures au premier plan sont plus grosses, 4 occupent la largeur de la toile. Celles au dernier plan sont plus petites, 12 occupent la largeur du tableau. L'autoportrait se cache parmi les masques, il se laisse entrevoir pour mieux se dissimuler, ou alors est-ce l'inverse. Aux limites basses de la toile, on peut lire « J. Ensor ». Cette signature centrée n'influe pas la lecture de l'œuvre. La couleur rouge se détache du fond bleu duquel elle émerge, pourtant cette écriture ne prend pas le dessus sur l'image représentée. Elle se donne à voir, mais se laisse oublier. Nous sommes face à une image complexe, riche en informations. De nombreux masques grimés entourent un autoportrait, dans une danse effrénée de couleurs vives, vibrantes et de contrastes prononcés. Des visages anonymes qui nous observent et nous scrutent, James Ensor n'est pas le seul à l'avoir fait. Le maître contemporain en la matière est sans nul doute l'artiste J.R. qui tente et réussit à rassembler les individus pour ne faire qu'un. Avec son œuvre Inside Out, le Panthéon n'est plus réservé à une poignée d'hommes illustres. Voilà ce qu'il dit de son œuvre. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment rassembler tous ces visages du monde entier, montrer que l'union fait la force et que quelque part, à travers tous ces visages, on se retrouve autour d'un même projet. Et ensuite, ils m'ont fait confiance en me laissant leur visage pour construire cette œuvre. Et c'est en ça ma responsabilité ici au Panthéon d'avoir lié à un monument comme ça, en respectant cette architecture, mais aussi en respectant son histoire et ce qu'il signifie. Donc il fait entrer en ce lieu emblématique des milliers d'individus anonymes, qui y regardent, voire observent le spectateur. Ce sont des milliers de regards qui croisent celui du regardeur, qui se retrouve face à une foule de sourires ou de grimaces, mais le grotesque y est absent, alors qu'il est présent dans les masques d'Ensor et le chapeau fanfaronnant de l'autoportrait. Bien sûr, à la différence de James Ensor, la technique utilisée est également différente, notamment parce que l'époque n'est pas la même. Et il faut rappeler qu'en 1899, date à laquelle a été peint Ensor au masque, l'acceptation de la photographie comme œuvre d'art n'en était qu'à ses balbutiements. Mais dans cette densité picturale chez Ensor et photographique chez J.R., les figures tendent à se perdre. Leurs caractéristiques individuelles s'effacent au profit du groupe. La foule prend le dessus pour faire image, à la manière d'un papier peint fleuri, où les végétaux tendent à disparaître au profit du motif représenté. Cette caractéristique est très présente dans l'œuvre de William Morris, qui a travaillé l'agencement des végétaux dans des groupements denses reconnaissables parmi tous.
Sur son imprimé textile Snakehead, créé en 1876, c'est dans la répétition et le recouvrement total que l'image prend corps. Les fleurs de frétillaire, bien que fondues dans la masse végétale, se détachent, sans pour autant contrebalancer l'équilibre de l'œuvre. Il en est de même pour l'autoportrait de James Ensor, dans Un soir au masque. Celui-ci est visible, se détache sans perturber la cohérence de l'œuvre. Les éléments plastiques s'agencent dans une continuité sans hiérarchie. Et contrairement au portrait de la Renaissance par exemple, l'œil n'est pas dirigé vers un endroit prédéfini. La personne représentée, le sujet de l'œuvre. Le regard peut se balader à sa guise sur l'ensemble de la toile. Avec Ensor au masque, on est face à une désacralisation du portrait, du visage. C'est un changement radical et innovant pour l'époque. Et cet agglutinement de visages est très répandu aujourd'hui. On le retrouve même dans des clips vidéo, de styles musicaux variés. I got the people needy. You swear me in, feed me. Be humble, sit down. Be humble, bitch, sit down. Le masque omniprésent dans Ensor au masque a également été beaucoup travaillé par celui-ci. Les masques, détournements identitaires, sont un artifice qu'il soumet à la foule qui l'entoure ou à lui-même. Et si certains masques sont empreints d'orientalisme, d'autres font évidemment écho aux masques portés au théâtre. Et ces visages colorés et déformés résonnent avec la série Menteur, créée en 2007 par l'artiste Philippe Maillot. En effet, ces sculptures hybrides côtoient le grotesque, mais dans une affirmation du kitsch. L'autoportrait est un thème récurrent chez James Ensor. Celui-ci s'est rendu sujet de ses œuvres à maintes reprises. Le poète belge Emir Verhaeren dit même qu'il serait surprenant qu'Ensor, aimant avant tout au monde son art et par conséquent chérissant surtout celui qui le fait, c'est-à-dire lui-même, ne multiplie à l'infini sa propre effigie. Dans ses jeunes années, il s'est représenté jeune, fringant, plein d'espoir et de fougue, triste, mais somptueux parfois. Il est difficile de ne pas faire le lien entre Ensor au masque et son autoportrait déguisé datant de 1883-88. Le chapeau monté de fleurs et d'une plume gigantesque est un déguisement, comme l'atteste le titre de l'œuvre. Et le déguisement fera bientôt place aux métamorphoses, et c'est l'autoportrait qui fera l'unité de son travail. Pourtant, celle-ci est multiple car il expérimente volontiers les médiums, les formats, même les styles. Et pour conclure, je laisserai la parole à James Ensor qui résume parfaitement ce recours récurrent à l'autoportrait dans son œuvre. J'aimerais défendre avec vous la jeunesse et ses espoirs, et je dirai à tous la belle légende du moi universel, du moi unique, du moi ventru, du grand verbe être. Je suis, nous sommes, vous êtes, ils sont.